Je vais donc, bien sûr, vous parler de l'insurrection de 78, avec notamment la figure emblématique du grand chef Bataille. Alors, mais ce qu'on peut dire, c'est que 1878 restera dans la mémoire du pays comme étant, avec bien sûr la période de 1917, et puis la période plus récente dite des événements, comme l'un des sommets de la résistance du peuple autochtone contre le colonisateur. 1818 restera peut-être le sommet par la proportion de morts qu'il y a eu dans les deux communautés qui se sont affrontées. 1818, au travers des spoliations de terre et des possessions, du cantonnement, c'est avant tout le refus du Kanak de perdre son identité, de perdre son âme. La terre, pour les Kanaks, revêt une importance capitale. À la valeur nourricière qu'elle détient dans leur société essentiellement agraire, s'ajoute une dimension affective et mythique fondamentale. La terre n'est pas uniquement le moyen de subvenir à l'alimentation du clan, elle est avant tout une matrice, source de vie. D'elle est venue toute vie végétale, animale et surtout humaine. Toute humanité est issue de son sein. La terre est le lien qui unit les vivants et les morts, elle s'identifie au terreau originel à la naissance du clan. Ce même terroir originel qui rassemble les défunts et les vivants, les totems, les pierres magiques, les autels, les bois sacrés, mais aussi les plantations et les cultures nourricières, constitue un espace de sérénité, d'équilibre psychologique, une confusion du sol mythique et du sol nourricier, ce que Maurice Léna a appelé le séjour visible ou Moincheri. Le Kanak s'y sent libre, rassuré, sûr de lui. Chassé de ce Moincheri, pour une quelconque raison, il est un être parfaitement vulnérable, indéraciné. Dépossédé de son tertre clanique originel, de son terroir natal, le Kanak perd toute identité. On peut dire que la terre Kanak est source d'identité. Ce sont ces valeurs fondamentales que je viens d'énumérer qui ont été âprement défendues en 1878 par les clans de la région Tchéri, mais également les clans de Koulopari, de Moindou, de Gouaï, de Broya jusqu'aux confins de Koné. L'insurrection a pris naissance le 25 juin en plein pays de Tchéri et a débuté par l'attaque de la gendarmerie de Lapoix le long du fleuve Fromoin. Fromoin à la langue Tchéri qui veut dire la porte des clans. Le conflit s'est ensuite étendu à la région de Koulopari, de Thio, de Farino, de Moindou, de Gouaï, puis de Broya jusqu'à Koné. Elle a mis progressivement en jeu des réseaux d'alliances claniques, notamment sur la côte ouest, des alliances qui ont impliqué des clans entiers dans la lutte à mort qui s'engageait alors contre le colonisateur, contre le spoliateur. De ce terrible conflit de 1878 en pays de Tchéri, mais aussi dans tout le pays, on retiendra la figure emblématique du chef Ataï. Ataï faisait partie d'un grand clan, ce que l'on appelait un clan suzerain. Les Mendaoui, dont la tenue foncière s'étalait sur plusieurs milliers d'hectares entre Saramien, Moindou, Lapoix. C'est avant tout la perte des terres, donc la confiscation d'identité qui a motivé l'insurrection. Ne sont bien sûr ajoutés à cela des motifs de mécontentement plus conjoncturels, sécheresse, bétail des colons, réquisition abusive de main-d'œuvre kanak pour les travaux de l'administration coloniale. Ataï s'est livré à plusieurs tentatives de dialogue, de négociation avec le colonisateur, mais il s'est à chaque fois heurté à des refus répétés à des fins de non-recevoir, car l'enjeu était d'importance, la possession de la terre. Souvenons-nous de cette anecdote où, après les délimitations de terre de 1877, Ataï se rend au poste de terrain bas pour y rencontrer le gouverneur Olomi. Il amène avec lui deux petits sacs, l'un contient de la terre, l'autre des cailloux. Il verse le premier sac qui contient la terre au pied du gouverneur Olomi et lui dit « Voilà ce que nous avions ». Puis il verse le contenu du second sac contenant les cailloux et il poursuit « Voilà ce que tu nous laisses ». Le chef kanak faisait ainsi directement allusion
aux brutales dépossessions dont lui et les siens venaient d'être victimes. Cette délimitation de terres n'avait pour seul but que de libérer des terres pour les colonisations libres et pénales, en refoulant les clans loin de leur terre originelle. De déception en déception, a-t-elle compris alors qu'il n'avait d'autre issue que la guerre. Celle-ci fut féroce, implacable. La répression de 1878 constituera ainsi un archétype de la guerre coloniale française, telle qu'elle fut pratiquée également en d'autres colonies comme l'Algérie ou la Cochinchine. Il s'agit d'une guerre de raseurs de tribus, de razzias, de cultures ravagées et incendiées, instaurée par le général Bugeaud, vétéran de la campagne de Russie lors de la pacification de l'Algérie en 1851. Bugeaud le déclarait alors haut et fort: il faut raser les tribus arabes, ravager les cultures, les affamer afin qu'ils se soumettent. C'est exactement ce que firent les forces coloniales françaises en 1878 en Nouvelle-Calédonie sous les ordres du colonel Philippe Adcock, puis du commandant Rivière et du colonel Wendling, eux-mêmes aux ordres du gouverneur Olry, dont la statue sera ensuite érigée en plein cœur de Nouméa. En termes de bilan, on a parlé de 200 morts chez les Européens et on a avancé le chiffre très approximatif de 1000 morts côté Kanak. Je dis chiffre très approximatif parce que lors de violents combats comme celui du blocos de la Foi le 24 août 1878 ou encore celui de Deva en janvier 1879, les combattants Kanak emmenaient à leurs blessés et leurs morts, ce qui rendra tout décompte difficile. Ce terrible conflit se terminait un an plus tard par la disparition de toutes les tribus insurgées, la mort de centaines de guerriers insurgés, la déportation de centaines de personnes vers l'île des Pins, les îles d'Élève, mais aussi emmenées captives sur la côte est. Cette extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée de toute une population à un an, c'est en effet là la signification que nous donne le dictionnaire d'un génocide. Au cours de mes précédentes interventions sur ce sujet de 68, j'ai effectivement parlé de génocide, un mot fort pour certains, que je maintiens aujourd'hui. Car au regard, par exemple, du pays de Syrie, pays où l'unité de langue existe, où l'unité de culture existe, où les liens entre les clans sont très forts, liens matrimoniaux et économiques. Au niveau donc de cet exemple du pays de Syrie, mais également dans les autres terroirs touchés par l'insurrection, que constate-t-on? Au lendemain de 78, ces terroirs ont été complètement débarrassés des habitants originels de son peuple indigène. Les tribus rasées, rayées de la carte, des clans anéantis, des familles déportées en terre inconnue, où elles ne seront jamais que des otages sans identité. Cela ne constitue-t-il pas un génocide? Au lendemain de 78, il n'y a plus aucune tribu dans le pays de la foi, également sur Paris. Les seules tribus qui existent au lendemain de 78, ce sont celles de Poindé, qui sont des gens de la région Tarantiou, et qui sont des sujets du chef Jelima. Également les tribus de Saramiens, qui sont dépendantes de Nando. D'ailleurs, la barrière donnée par Nando aux militaires pour la répression, elle a arrêté bien avant l'actuelle petite tribu de Pouli. Les gens au-dessus, ce sont des gens de Canada. Donc voilà, mais si on prend le terroir originel du Chili comme exemple, on peut dire qu'il n'existe au moment de plus aucune tribu originelle dans ce pays. Il s'agit donc bien d'un génocide. À cette répression, pour parler des déportations, une petite parenthèse, simplement pour vous dire qu'il y a eu environ 750 personnes qui ont été chargées à Terrain-Bas et au Ward de Bouaké pour être emmenées à l'île des Pins, et environ 300 personnes aux îles Bélette. Quant aux prisonniers emmenés captifs sur la côte est, à Canala, Waiou et ailleurs, c'est difficile à chiffrer, étant donné qu'ils ont été emmenés souvent par des chefferies. Je vais ici, là, si vous me permettez, ouvrir une autre parenthèse pour marquer le souvenir, une note de souvenir vis-à-vis de mon ami Coco Paro, qui est récemment décédé, et qui fait partie des Paro de l'île des Pins, tribu de Ouachia à l'origine, des gens qui ont été déportés de chez nous, de la foi, et qui sont restés ensuite à l'île des Pins. À cette répression féroce, implacable,
Le colonisateur infligeait aux vaincus une humiliation supplémentaire, la décapitation des principaux chefs, comme celle que dut subir Ataï, tué le 1er septembre 1978 dans la région d'Angoua, alors qu'il se trouvait sur les terres de ses oncles du terrain. Le clan Faroumain, c'est au Harémoin, aux côtés de son fils, de son sorcier et d'un carré de guerriers fidèles. Bien sûr, le rouleau compresseur de la colonisation ne s'arrêtera pas là. Et cette tragédie sera très vite, je veux dire, dépassée par la société coloniale de l'époque, et les terres ainsi libérées, on se retrouve au lendemain de 1978 avec une quantité impressionnante de terres libérées par les tribus disparues, ce qui permettra aux colonisations libres et pénales de rebondir et de se développer. Au lendemain de 1978, le pénitentiaire agricole de la Foi va mesurer jusqu'à plus de 5000 hectares. Mais à terme, lorsque la pénitentiaire se retirera de l'intérieur de la colonie, c'est bien la colonisation libre qui va profiter de cette disparition des tribus et on va avoir des domaines fonciers très importants, comme celle notamment de M. Brun, 13 000 hectares qui partira de la Foi jusqu'à Boulou-Paris. La conséquence, également, j'en ai parlé ce matin, c'est l'installation de petites communautés comme celle des travailleurs immigrés indiens, les Malabars, qui ont été installés sur les ruines des villages du clan du terrain de la Taille, le clan Faroumain et le clan Métayer, qui ont donné leur nom à cette plaine des Malabars. Alors, ces gens ont été déportés, pour parler des déportés des Dépins et des Bélèpes. Ils ont ensuite été graciés 17 ans après, lorsque le gouverneur Feuillet est venu, et il leur a proposé une amnistie pour justement revenir sur la Grande Terre et servir de main-d'œuvre aux gros colons du café et de l'élevage. Ces gens sont donc revenus, certains sont revenus dans leur pays d'origine, dans leur terroir d'origine, mais alors là, il s'est passé quelque chose qui a remonté la culturation. Et la négation du passé, c'est qu'on a regroupé ces gens comme des réservoirs de main-d'œuvre, mais pas selon leur origine culturelle. On a créé ainsi de nouvelles tribus. Aujourd'hui, à la fois, je prends toujours l'exemple de la foi, puisque ça fait 30 ans que je travaille sur le pays Thierry. On a créé des tribus complètement artificielles, qui fait justement ensuite de l'indigénat et tout. Vous avez aujourd'hui, par exemple, la tribu de Watom, la tribu de 8 points, Kouma, c'est une toute petite tribu, c'est plutôt une réserve. Mais ces tribus-là ont été formés par des gens qui sont venus du Dépin. Mais là, on a mis des gens de clan hétéroclites. Hétéroclites, c'est-à-dire des gens qui sont Watom, qui ne sont pas du tout de Watom à l'origine. Et puis, on a mis une chefferie administrative en place. On a donné la chefferie à quelqu'un qui n'était même pas, qui n'avait même pas vocation à être chef originellement. Mais bien sûr, il s'agissait de chefferie administrative mis en place par le système colonial. C'est dont a parlé Isabelle tout à l'heure. Ce qui fait que pour retracer la trame originelle des clans, pour retracer la mémoire, c'est très difficile pour les clans concernés. Ça a été pareil à Boulou-Paris, puisque vous avez actuellement la tribu de Huichambo, vous avez des gens qui habitent là-bas et qui ne sont pas originellement de cette région de la Grande Terre. Voilà. Alors, au niveau de l'île des Pins, le gouverneur a donné 3 possibilités aux ex-insurgés et à leurs descendants. Celle de revenir travailler pour un contrat de 5 ans pour un colon dans le café ou le bétail, et ensuite le colon concerné accepte de céder 1 hectare par individu, femme, enfant et homme, et de façon à constituer une réserve. Le deuxième cas de figure, c'est que l'État, la colonie elle-même donne un morceau de terrain sur le domaine pour former une réserve pour ce groupe de personnes venus du Dépin. Et le troisième exemple, la troisième possibilité, c'était d'intégrer ces gens purement et simplement dans une tribu existante. Alors c'est ce qui s'est passé au niveau de Koné, de Wako, de Gomen, et que les gens venus de Bélec qui ont travaillé, notamment chez M. Lecomte, qui était un grand propriétaire terrien de Gomen. Au terme des 5 ans, lui, il a refusé de donner de la terre aux Kanaks. Et donc ces gens-là ont été intégrés dans la tribu de Bako, puisque le grand chef était à cette époque-là, on ne va pas dire un proche du gouverneur, mais était connu de l'administration coloniale. Et donc ces gens-là ont intégré, sont devenus des sujets de la chefferie de Bako,
sans avoir aucun lien d'origine avec cette tribu ou avec ces clans de Koné. Un autre exemple, c'est la tribu de Watom, la tribu de Huichambo. La tribu de Huichambo, ce sont des gens qui sont revenus, qui ont été mis en Nassira, là où il y a, juste à côté de la propriété Tual actuellement, les gens qui connaissent. Et au terme de 5 ans, c'était M. Le Goupil qui avait cette propriété-là, et juste à côté, il y avait M. Charles de Rondez. Et Le Goupil et de Rondez se sont accordés pour chacun donner 50 hectares, ce qui a fait une réserve d'en gros 100 hectares, pour former la première tribu de Nassira, la nouvelle tribu de Nassira. Et c'était bien après, dans les années 50, lorsqu'il y a eu le gouvernement Lenormand, que face au taux de natalité, aux gens qui étaient de plus en plus à l'exigu dans cette nouvelle tribu de Nassira, on a créé une coopérative à Huichambo sur l'ancien domaine de Rambes, racheté par la colonie, racheté par le gouvernement Lenormand. Voilà. Et là, donc, on a pris des gens de la nouvelle tribu de Nassira, on les a mis à Huichambo. Là, je vous disais, il s'agissait, entre autres, parmi eux, de gens qui n'avaient pas d'origine ici. Alors, pour en revenir à 78 purement l'insurrection, je dirais qu'aujourd'hui, et à Taï, je dirais qu'aujourd'hui, le souvenir d'Ataï demeure figure emblématique de cette terrible tragédie, symbole de la lutte à mort du peuple colonisé contre son colonisateur. Ataï n'est pas mort le 1er septembre 1978, mais demeure bien vivant dans l'esprit de tout un peuple. Il faudra bien qu'un jour, les restes de cet étendard du peuple kanak reviennent au pays, ce ne sera que justice. Moi je dis que ce ne sera qu'un rééquilibrage de la mémoire. Alors ceci, on regarde jusqu'à présent, pour commémorer 78, seuls les Européens peuvent faire leur devoir de mémoire face au monument en calcaire rose de l'Inno, qui est à la fois, qui a d'ailleurs été déplacé par M. Gomez, ou le monument qui avait été fait à l'époque pour commémorer l'endroit même où le colonel Gali Pasbok a été tué le 3 juillet 1878. Gali Pasbok était le commandant militaire de la colonie, le plus haut militaire en grade, plus jeune colonel de l'armée française. Il tombera dans une embuscade ce jour-là et il sera tué de 2 coups de fusil. Il va mourir dans la nuit du 3 4 juillet au pénitencier agricole de Fond-Marie. Également, comme souvenir, la statue que tout le monde, tous les Calédoniens peuvent encore voir de nos jours, la statue du gouverneur Olry, gouverneur qui a dirigé la répression, qui sera ensuite remplacé par Courbet. Olry, cette grande statue que l'on voit face à la mairie Nouméa, avec le doigt pointé pour désigner les rebelles à abattre. Il s'agit là dans les 2 principaux monuments qui commémorent le souvenir de 78. Côté Kanak, il n'y avait rien. Et c'est pour cela que je dis que le retour des restes du grand chef Ataï et de son sorcier constituera réellement un rééquilibrage de la mémoire. Maintenant, reste à assumer cet héritage, l'héritage de cette histoire coloniale. Personnellement, je fais partie des historiens qui disent que oui, il faut que le crâne d'Ataï revienne, les restes d'Ataï et de son chef et de son sorcier reviennent. Oui, il faut laisser les statues d'Olry et le monument Gali Pasbok, même si celui-ci faudrait le remettre à l'endroit réel où il a été tué, ne serait-ce que pour l'authenticité de la mémoire, puisque cet ensemble fait partie de la mémoire 78, fait partie de notre histoire commune dans le cadre d'un destin commun. Mais ce destin commun, je le dis en tant qu'historien, après avoir travaillé 30 ans sur ce conflit 78, sur ces clans de la foi et tout, je dis qu'aujourd'hui, c'est trop facile de parler de destin commun. Je vous ai parlé au début de la terre source d'identité. La terre, pour les Kanaks, revêt une importance mythique fondamentale, au-delà de l'aspect économique. Aujourd'hui encore, vous avez des gens, on parle de la chefferie, du chef Karoua Berger. Alors on dit, bien sûr, c'est un chef administratif, mais évidemment, puisque c'est un district qui a été formé par les Saraméa, Kouli, Petit Kouli. Petit Kouli qui n'existait pas en 78, hein. C'était des créations pour les curés, pour X facteurs au début du XXe siècle. Voilà. Toujours est-il que les Karoua, dans ce grand clan d'Aweli, donnaient réellement les chefs. C'était eux les chefs. Même si Berger est de la lignée Faréchel, une lignée
cadette dans la hiérarchie du Kawa. L'aîné, il est mort. Mais c'est bien, c'est Kawa qui donnait les chefs de ce grand clan d'Awari. Ataï, il avait le rôle de gardien, de police. C'est lui qui allait au contact lorsqu'il y avait agression du clan, tant par les Européens que par d'autres clans. Voilà. Donc, si vous voulez, si on prend ces gens-là, il faut d'abord voir le côté douloureux de cette répression. Ce grand clan d'Awari, il y avait 22 lignages. 22 lignages, un lignage, c'est un ensemble de familles. En 78, ils sont 22 lignages. Au lendemain de 78, il ne restait plus que 5. Tous les autres, ils sont morts. Aujourd'hui, il n'y a plus que 4. Dans une branche Kawa, celle de Fabécheur, Berger, Kawa, Cyprien. Voilà. Donc, je dis que la répression a été, c'est là-dessus, c'est des là qu'on parle de répression féroce, impitoyable. Les Chalomiens, c'est les hommes Watom. 24 lignages. Aujourd'hui, on peut compter dans Watom les vrais lignages Chalomiens. Voilà, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, ces gens-là encore, si on prend les Daweri, combien ont retrouvé leur terre originelle du pas de la vallée de Saramea, du pas de la forêt? Ils sont encore à couler là-bas, à Saramea, mais c'est pas chez eux originellement, c'est pas ça leur terroir. Et je vous ai dit au début de mon propos, l'identité kanak, le kanak qui puise son identité aux terres originelles. Là, il est lui-même. Sa carte d'identité, elle est là. Alors c'est vrai, le destin commun, c'est un beau mot, mais moi je dis que pour regarder vers l'avenir avec espoir et avec envie, il faut d'abord avoir retrouvé son identité. Voilà. Mais ça n'engage que moi, c'est un propos que je ressens après avoir étudié aussi bien la culture originelle que les clans de mon pays natal, puisque mon ancêtre était un bagnard installé justement au lendemain de l'insurrection. Puisque quand il y a eu tous ces tribus balayées, la pénitentiaire, elle a fait quoi? Elle a réinstallé des bagnards à Tira partout autour de la porte. Elle a fait une ferme agricole, et puis elle a installé des marabas, et puis après il y a eu les colons payés, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. La colonisation a avancé. Voilà. Il nous appartient à nous, notre communauté, de reconnaître cet état de fait. Alors, ce matin, bien sûr, on a entendu des propos, le destin commun, ça c'est bien tout ça. Mais moi je dis que le destin commun, je le répète, il faut qu'on assume l'héritage de cette histoire coloniale. L'assumer, ça veut dire réparer certaines injustices. On ne pourra pas faire autrement. Voilà. Une injustice, vous savez, j'ai beaucoup ressenti, c'est une touche plus personnelle, j'ai terminé. C'est que là, il n'y a pas longtemps, mon ami Coco Pao, il est mort. Coco Pao fait partie d'un lignage Ndaweri. Les Pao, c'était des Ndaweri, hein, c'est comme les Kawas. Lui, il est mort, il a été enterré à l'île des Pins. Mais je suis allé à la fois avec lui. On a été voir les sapins, les terres. C'est des propriétés qui existent, où il y a une entreprise laitière de Saramea. Là, c'est la réalité. Vous savez, ces vieux-là, avec le vieux François, son père, ils pleurent quand c'est chez eux. Leur père, leur grand-père leur parlait. Eux, ils sont nés à l'île des Pins. Ils sont grandis à l'île des Pins. Mais leur terre, leur cœur est toujours là-bas, en pays de Chili. Voilà. Donc, j'ai eu, vraiment, ça m'a fait mal quand beaucoup de morts, parce que on avait déposé une revendication sur leur terre originelle, parce que c'était une question de dignité et de reconnaissance de l'histoire. Voilà. Je vous remercie.